À Caldwell Crossing, personne ne s'attendait à ce que Virgil Hawthorne soit encore en vie à 34 ans. Pas sa mère, que Dieu ait son âme, pas les hommes avec qui il avait chevauché, pas le shérif de 3 comtés différents qui avait tenté de le ralentir au fil des ans, et certainement pas le juge Abner P., qui, un mardi matin de fin septembre, était assis derrière un bureau en chêne usé et annonça à Virgil qu'il ne lui restait que 2 choix dans ce monde. Virgil écoutait sans bouger. C'était une chose pour laquelle il était doué, l'immobilité. Il pouvait rester plus silencieux qu'un piquet de clôture en pierre pendant que tout autour de lui prenait feu. Il avait appris ça très tôt. Le mouvement vous faisait remarquer. L'immobilité vous gardait en vie. Vous êtes entré par effraction dans la grange de Harold Thornwell, dit le juge P., sans lever les yeux de ses papiers. Vous avez volé de la nourriture pour animaux, vous vous êtes abrité sans permission. Et quand l'adjoint Kane est venu vous déloger, pourquoi l'avez-vous mis à terre? C'est lui qui m'a attrapé en premier, dit Virgil. C'est un adjoint. Il m'a attrapé en premier. Poole leva enfin les yeux. C'était un homme corpulent, aux yeux fatigués. Sa moustache grise tombait des 2 côtés, comme si elle avait renoncé à la vie. Il étudia Virgil comme on étudie un chien errant, essayant de décider si ça valait la peine de le nourrir ou s'il valait mieux simplement le renvoyer sur sa route. 3 à 5 ans, dit P. C'est ce qui vous attend. Peut-être plus si l'adjoint Kane décide que son orgueil mérite d'insister. Virgil ne dit rien. Ou bien, dit P. en se penchant en arrière dans sa chaise avec un long grincement. Vous épousez la fille de Harold Thornwell. Le silence qui suivit était de ceux qui ont un poids. Sa fille, répéta Virgil. Frances Thornwell, 31 ans, non mariée, mais son père n'est pas en bonne santé, et il a besoin de quelqu'un au ranch qui puisse travailler et qui ait une raison de rester. P. joignit ses mains sur le bureau. Harold est venu me voir en personne. Il a dit qu'il abandonnerait complètement les charges si vous acceptiez l'arrangement. Il vous cède 10 acres de terre et un salaire en plus. Virgil regarda par la petite fenêtre poussiéreuse à sa gauche. La rue dehors était pâle et sèche. Un chien dormait à l'ombre d'un abreuvoir, une oreille tressaillant pour chasser les mouches. Une femme en robe marron traversait avec un panier à son bras. Elle ne regardait ni à gauche ni à droite, se déplaçant simplement avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui avait trop à faire et pas assez de temps dans une journée pour le faire. Il ne le savait pas encore, mais c'était Frances. « Elle est au courant ?» demanda-t-il. La moustache de Poole bougea légèrement. « Elle sait. Et elle a accepté. Elle n'a pas refusé. » Virgil retourna cette phrase dans son esprit. Il y avait une différence entre être d'accord et ne pas refuser. Et il le comprenait précisément parce qu'il avait vécu toute sa vie dans ce même entre-deux. Il a accepté le marché. Le mariage eut lieu 4 jours plus tard, un vendredi, dans la petite chapelle blanchie à la chaux à l'orée de la ville. Il n'y avait pas de fleurs. Aucune célébration n'était prévue. Le révérend Cook lut les mots de son livre sur le ton neutre d'un homme qui avait vu des choses plus étranges et s'attendait à en voir de plus étranges encore. Harold Thornwell se tenait d'un côté, s'appuyant sur une canne dont il n'avait pas eu besoin 6 mois auparavant. Son visage portait l'expression d'un homme qui avale quelque chose d'amer en se disant que c'est un médicament. Frances se tenait à côté de Virgil devant l'autel et regardait droit devant elle. Elle n'était pas ce à quoi il s'attendait. Pourtant, il n'était pas sûr de ce à quoi il s'était attendu. Quelque chose de vaincu. Peut-être quelque chose d'excusant. Une femme qui avait été délaissée assez de fois pour s'être adoucie dans l'acceptation. Mais Frances Thornwell se tenait comme si elle avait été plantée là. Comme si ses bottes avaient des racines qui traversaient le plancher et s'enfonçaient dans la terre en dessous. Sa mâchoire était serrée. Ses mains étaient immobiles le long de son corps. Elle ne jouait aucun rôle. Elle était simplement là, endurant, comme un poteau de clôture, endure les intempéries. Elle ne le regarda pas une seule fois pendant la cérémonie. Il trouva étrangement qu'il respectait cela. Après, dehors, tandis que Harold parlait à voix basse avec le révérend Cook, Frances se tourna vers Virgil pour la première fois et le regarda directement. Ses yeux étaient gris-brun, de la couleur de l'eau d'un ruisseau après la pluie, et ils ne contenaient ni chaleur ni hostilité. Juste une évaluation. « Je veux dire quelque chose avant que nous allions au ranch, dit-elle. »« Dites-le. »« Je n'ai pas demandé ça. Je veux que vous le sachiez. »« Moi non plus. »« Bien, dit-elle. »« Alors nous nous comprenons. Vous travaillez au ranch. Vous ne vous mettez pas sur mon chemin. Je ne me mets pas sur le vôtre.
Quand mon père sera de nouveau sur pied, nous verrons ce qui se passera ensuite. Virgil faillit sourire. Faillit. Vous parlez toujours comme si vous concluiez une affaire immobilière. Quelque chose bougea derrière ses yeux. Pas tout à fait de l'amusement, pas tout à fait de la colère. Quelque chose entre les deux qu'elle rangea rapidement. Je parle comme une femme qui a appris à ne rien attendre de personne, dit-elle, et elle s'éloigna vers le chariot sans se retourner. Il la regarda partir. Il y avait quelque chose dans la posture de ses épaules. Pas de la tristesse exactement, mais la forme que la tristesse laisse derrière elle après avoir été portée assez longtemps pour devenir ordinaire. Il la reconnut parce qu'il portait quelque chose de la même forme, juste à des endroits différents. Il ramassa sa sacoche de sel et la suivit jusqu'au chariot. Le ranch Thornwell se trouvait à 7 miles à l'est de Caldwell Crossing, niché contre une longue crête peu élevée qui brisait le pire du vent d'ouest. Ce n'était pas une grande propriété, mais elle était solide. Une maison principale construite avec du bon bois, une grange qui avait été réparée plus d'une fois, mais bien réparée, 3 pâturages divisés par des clôtures que quelqu'un avait entretenues avec soin. Il y avait 40 têtes de bétail, un petit verger derrière la maison, et un potager qui produisait encore malgré la saison sèche. Virgil observa tout cela tandis que le chariot franchissait le portail. Il avait déjà travaillé dans des ranchs de passage, gagnant juste assez pour continuer sa route. Il savait à quoi ressemblait un endroit négligé et à quoi ressemblait un endroit aimé. Celui-ci était un lieu aimé qui commençait à s'effilocher sur les bords. Le genre d'usure qui ne vient pas de la paresse, mais de trop peu de bras et de trop de terres à gérer. Harold Thornwell descendit lentement du chariot et ne demanda pas d'aide, bien qu'il en eût besoin. C'était un homme grand, encore large d'épaules, avec des cheveux blancs et un visage qui avait été beau autrefois, et qui était maintenant distingué de la manière dont les vieilles montagnes sont distinguées par ce que les années ont usé. Il regarda Virgil comme on regarde un outil dont on n'est pas sûr de la solidité. « Vous vous y connaissez en bétail? » demanda Harold. « Assez bien. Et en clôture? »« Oui. Savez-vous pister? » Virgil le regarda. « Qu'est-ce que je dois pister? » Harold resta silencieux un moment. Il regarda vers le pâturage nord, là où la ligne de crête découpait une arête nette contre le ciel pâle. « Nous perdons du bétail, dit-il finalement. Pas à cause du temps, pas à cause des prédateurs. » Il fit une pause. Quelqu'un les déplace. Francis était entré sans un mot. À travers la fenêtre de la cuisine, Virgil pouvait la voir bouger, poser des choses, attacher ses cheveux, mettant en marche la mécanique d'une soirée ordinaire, faisant ce qu'elle faisait toujours, maintenant l'endroit en état de marche, que quelqu'un le remarque ou non. « Depuis combien de temps? » demanda Virgil. « 3 mois, dit Harold. Ça a commencé doucement. 2 par-ci, 3 par-là. Le mois dernier, nous en avons perdu 11 en une seule semaine. » Virgil regarda de nouveau vers la clôture nord. L'herbe là-bas était courte et sèche, et la terre était craquelée sur les bords du canal d'irrigation. Quelqu'un qui connaissait assez bien la terre pour déplacer du bétail discrètement dans le noir. Quelqu'un qui l'avait déjà fait. « Vous l'avez signalé? » L'expression d'Harold changea. « Juste un peu, juste assez. Je l'ai signalé à Russell Briggs. » Virgil attendit. « C'est l'agent foncier de ce comté. Il a aussi l'autorité d'un adjoint, » dit Harold prudemment. De la manière dont on dit quelque chose qu'on a répété pour ne pas en dire trop. Il est venu, a regardé autour de lui, a écrit quelque chose dans son carnet, a dit qu'il allait enquêter. La mâchoire du vieil homme se serra. C'était il y a 6 semaines. Le soleil se couchait maintenant derrière la crête, et la lumière avait pris la couleur du vieux cuivre. Quelque part dans la grange, un cheval bougea et heurta son box. Virgil ne dit pas ce qu'il pensait. Il ne dit pas qu'un agent foncier avec l'autorité d'un adjoint qui enquête sur du bétail disparu pendant 6 semaines et ne trouve rien, soit n'essayait pas, soit ne voulait pas se trouver ce qui était là. Non, il ne dit pas qu'il avait déjà vu ce schéma dans d'autres comtés, d'autres ranchs, chez d'autres hommes qui finissaient par n'avoir plus rien à vendre que la terre elle-même. Il ramassa simplement sa sacoche de sel et demanda à Harold dans quelle direction se trouvait le dortoir. Mais cette nuit-là, allongé dans le noir avec le bruit du vent se déplaçant le long de la crête, Virgil Hawthorne fixa le plafond et pensa à la façon dont Francis s'était tenu dans cette chapelle, enraciné, inflexible, comme quelque chose qui avait décidé il y a longtemps qu'elle ne se laisserait pas déplacer.
Il pensa à Russell Briggs et il pensa aux 11 têtes de bétail qui avaient disparu en une seule semaine, comme si quelqu'un, quelque part, avait décidé que la patience était terminée et qu'il était temps d'accélérer les choses. Il ne dormit pas beaucoup et pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir, ce n'était pas parce qu'il prévoyait de partir. La première semaine au ranch Thornwell passa comme l'eau froide passe sur la pierre, silencieusement, régulièrement, usant les choses sans l'annoncer. Virgil travaillait dès les premières durures. Il n'attendait pas qu'on lui dise ce qu'il fallait faire. Il le voyait assez clairement. Une section de la clôture nord qui avait été réparée avec du fil de mauvais calibre. Un canal d'irrigation bloqué par des débris qui affamaient le pâturage hête. Une porte de grange suspendue de travers sur une charnière qui était lâche depuis si longtemps que le bois autour avait commencé à se fendre. Il s'attaqua à chaque problème dans l'ordre, sans commentaire, sans demander d'approbation. Francis l'observait comme on observe le temps, de loin, sans montrer qu'on regarde. Elle avait son propre rythme au ranch, et elle ne le changea pas pour lui. Elle était levée avant l'aube, se déplaçant dans la cuisine, alors que le ciel dehors était encore de la couleur de la cendre. Elle gérait les comptes de la maison au petit bureau du salon chaque soir. Son écriture était précise et économique, barrant les chiffres avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui équilibrait trop peu contre trop depuis longtemps. Elle nourrissait les poules, s'occupait du potager, aidait son père avec ses médicaments, et quelque part entre tout ça, elle cuisinait 2 repas par jour, simples et bons, et les laissait sur la table sans cérémonie. Elle ne cuisinait pas spécifiquement pour Virgil. Elle cuisinait pour la maisonnée, et il en faisait partie maintenant, qu'il l'ait choisi ou non. Il mangeait sans se plaindre. Il nettoyait sa propre assiette. Il ne quittait jamais la table sans repousser sa chaise. Elle le remarqua. Elle ne le dit pas, mais ce fut Harold qui commença à parler le premier. Le 4e matin, le vieil homme sortit vers la clôture nord, où Virgil retendait du fil, et resta à regarder un moment, les mains dans les poches de son manteau et sa canne plantée dans la terre sèche à côté de lui. « Vous faites du bon travail, dit finalement Harold. Virgil continua de travailler. Le fil n'est bon que si le poteau auquel il est attaché l'est aussi. La moitié de ces poteaux doivent être remplacés avant l'hiver. Je le sais. Harold resta silencieux un moment. Le vent se déplaçait le long de la crête au-dessus d'eux, transportant l'odeur de l'herbe sèche et d'une pluie lointaine qui ne venait pas. J'avais 2 ouvriers de ranch jusqu'au printemps. Des frères, de bons travailleurs. Ils sont partis en avril. Pourquoi? Harold regarda vers le pâturage nord. Briggs est passé en mars, leur a dit qu'il y avait des questions sur le titre de propriété du ranch. Il a dit que quiconque travaillait ici pourrait se retrouver nommé dans un litige. Il fit une pause. Ça les a effrayés. Virgil se redressa et le regarda. Il peut faire ça? Il l'a fait. La voix d'Harold était plate. Pas vraiment en colère. La colère avait été là une fois, mais elle s'était consumée pour devenir quelque chose de plus dur et de plus froid. Il s'acharne sur ce ranch depuis 2 ans maintenant. Petit à petit. Le bétail d'abord, puis les ouvriers, puis il viendra avec des papiers qui disent que la limite a toujours été la terre de son client et non la mienne. Le vieil homme se tourna et croisa le regard de Virgil. J'ai l'acte de propriété original arpenté en 1871. Le nom de mon père dessus et le mien en dessous. Alors l'acte est valable. Un acte est valable tant que l'homme qui le lit est honnête, dit Harold. Il ramassa sa canne et se retourna vers la maison, se déplaçant si lentement. Je n'ai pas rencontré d'homme honnête dans ce comté depuis 2 ans. Il s'arrêta sans se retourner. Jusqu'à maintenant, peut-être, bien que le jury délibère encore sur ce point. Il retourna vers la maison. Virgil le regarda partir, puis se retourna vers la clôture et continua de travailler. Mais quelque chose s'était installé dans sa poitrine qui n'y était pas auparavant. Quelque chose avec un poids, quelque chose qui ressemblait inconfortablement à de l'importance. Il parcourut la ligne de propriété ce samedi-là, seul, tôt le matin, avant que la chaleur ne monte. Il allait lentement, lisant la terre comme on lit un visage, cherchant ce qu'elle cachait. Il le trouva au coin nord-est. Les bornes d'arpentage étaient de vieux piquets de fer enfoncés dans le sol, avec des sommets plats qui avaient rouillé jusqu'à prendre la couleur du sang séché. 3 d'entre eux étaient exactement là où ils devaient être, espacés régulièrement le long de la limite décrite par l'acte d'Harold.
Mais le quatrième, celui du coin le plus éloigné, là où la terre des Thornwell rencontrait les pâturages ouverts que les clients de Briggs revendiquaient, avait été déplacé. Pas de beaucoup, peut-être 40 pieds, mais 40 pieds dans la bonne direction signifiait plusieurs acres de pâturage qui se retrouvaient soudainement du mauvais côté de la ligne. Virgil descendit de cheval et s'accroupit à côté du piquet. Le sol autour de sa base était perturbé. L'herbe avait été repoussée et replacée, mais pas assez bien. Celui qui avait fait ça n'avait pas compté sur quelqu'un qui regarderait de près. Il y avait des empreintes de bottes dans la terre abritée à côté du piquet, partiellement conservées. Deux tailles virées différentes, deux hommes, donc, et récemment. Les bords des empreintes étaient encore nets. Il se leva et regarda au-delà de la ligne de démarcation, à travers les pâturages ouverts. À environ 2 miles au nord, il pouvait voir la ligne de toit d'un bâtiment, bas, étendu, substantiel. Il avait entendu le nom de la bouche d'Harold. Briggs ne possédait pas de terre lui-même, pas officiellement. Il était l'agent d'un homme nommé Odell Marsh, qui était arrivé sur le territoire il y a 3 ans avec de l'argent dont personne ne demandait l'origine et un appétit pour la terre que personne n'avait réussi à freiner. Virgil retourna au ranch sans se presser. Il trouva Frances dans le potager, à genoux entre les rangs de haricots de fin de saison, ses mains travaillant la terre autour des racines avec l'attention concentrée qu'elle accordait à tout. Il se tint à la clôture du jardin et attendit qu'elle lève les yeux. La borne du coin nord-est a été déplacée, dit-il. Elle s'immobilisa, non pas surprise, mais plutôt comme si quelque chose qu'elle attendait d'entendre avait enfin été dit à voix haute. « De combien ?» demanda-t-elle. « Assez. 40 pieds? Peut-être un peu plus. » Elle s'assit sur ses talons et le regarda. Quelque chose changeait dans son expression. Pas envers lui exactement, mais dans sa direction, comme une porte qui avait été fermée longtemps et qui s'entr'ouvrait d'un demi-pouce, laissant passer un filet de lumière. « Mon père le soupçonnait, dit-elle. Il ne pouvait pas y aller à cheval pour vérifier lui-même. Je sais, Virgil fit une pause, je peux la remettre en place. La remettre là où l'acte dit qu'elle doit être. Briggs le remarquera. Oui. Et quand il le remarquera, il viendra. Oui, dit à nouveau Virgil. Frances le regarda fixement. Vous comprenez ce que vous dites? Vous dites ce que vous êtes prêt à faire face à cela. Il soutint son regard. Je dis que je l'ai déjà trouvé et que je fais déjà partie de tout ça. Faire face n'est que la prochaine étape logique. Quelque chose passa dans ses yeux qu'elle ne mit pas en mots. Elle baissa les yeux sur ses mains, encore sombres de la terre du jardin, puis elle leva de nouveau les yeux vers lui. « Remettez la borne en place, dit-elle. Je le dirai à mon père ce soir. » Elle retourna à son jardin. Virgil resta à la clôture un moment de plus que nécessaire, et il fut assez honnête avec lui-même pour admettre que ce n'était pas à la borne, ni à la clôture, ni à Russell Briggs qu'il pensait. Il remit la borne en place le lendemain matin, tôt, avant que le soleil ne soit complètement levé. Il utilisa les mesures de l'acte original d'Harold, les vérifiant 2 fois, enfonçant le piquet à sa position correcte, avec un maillet, et tassant fermement la terre autour. Il marqua l'emplacement dans ses propres notes avec un petit croquis, mais assez précis pour être utile devant un juge si cela en arrivait là. Cela en arriva à autre chose d'abord. 4 jours plus tard, Odie Briggs arriva au ranch Thornwell. Virgil était à la grange quand il entendit les sabots sur le sol sec. Il posa ce qu'il faisait et sortit, s'essuyant les mains sur un chiffon. Briggs franchit le portail sur un bon cheval gris, sans se presser, avec l'aisance particulière d'un homme habitué à arriver dans des endroits et à les trouver moins défendus que prévu. Il était plus jeune que Virgil ne l'avait imaginé, la quarantaine mince, avec un visage rasé de près et des yeux pâles qui se déplaçaient rapidement et ne se posaient nulle part. Il portait un beau manteau et une étoile d'adjoint épinglée au revers avec le placement soigné d'un homme qui voulait que vous la voyiez, mais sans donner l'impression qu'il en avait besoin. Il s'arrêta net en voyant Virgil. « Je ne savais pas que les Thornwell avaient engagé un ouvrier, » dit Briggs. Sa voix était assez agréable. De la manière dont une rivière est assez agréable quand on ne sait pas ce qu'il y a sous la surface. « Plus qu'un ouvrier, » dit Virgil. « Je suis de la famille. » Briggs l'étudia. Quelque chose se recalcula derrière ses yeux pâles. « Vraiment, vous devez être l'homme qui a épousé la fille. » Il laissa une petite pause là où un sourire aurait pu aller. « Arrangement rapide. »« Rapide ou lent, c'est fait, » dit Virgil.
Qu'est-ce qui vous amène? Visite de routine. Les yeux de Briggs passèrent de Virgil à la maison, puis au pâturage nord, puis revinrent. Toujours en mouvement, ne se reposant jamais. Il y a eu quelques questions sur la limite nord-est de cette propriété. Je voulais la parcourir avec M. Thornwell, m'assurer que tout est correctement enregistré. Je vous épargne la balade, dit Virgil. Je l'ai parcouru moi-même la semaine dernière. Les bornes sont exactement là où l'acte de 1860 et 11 les place. Toutes les quatre. Le silence qui suivit fut mince et tendu. Briggs le regarda un long moment. Son expression ne changea pas, mais quelque chose derrière elle, si. Eh bien, dit-il finalement, c'est bon de savoir que quelqu'un garde un œil sur les choses. Quelqu'un le fait, dit Virgil. Briggs tourna son cheval d'une main légère. Il repartit vers le portail sans se presser, au même rythme facile qu'à son arrivée. Mais juste avant de franchir le portail, il s'arrêta et regarda par-dessus son épaule vers Virgil. « Félicitations pour le mariage, dit-il. J'espère que ça durera. » Il s'éloigna à cheval. Virgil resta là à le regarder partir jusqu'à ce que la poussière retombe sur la route. Puis il se retourna et trouva Frances debout sur le porche derrière lui, les bras croisés, regardant la même scène. Elle avait entendu chaque mot. Elle ne dit rien pendant un moment. Puis, doucement, elle dit « Il reviendra. » « Je sais, dit Virgil, avec plus que des mots la prochaine fois. Je le sais aussi. Elle le regarda, et cette fois, c'était différent de toutes les fois précédentes. Cette fois, elle ne le regarda pas comme si elle évaluait un étranger, ou tolérait un arrangement, ou endurait une situation qu'elle n'avait pas choisie. Elle le regarda comme si elle regardait quelqu'un qui était réellement là, réellement debout sur sa terre et le pensant. « Entrez, dit-elle. Le souper est prêt. » C'était la phrase la plus ordinaire qu'elle lui ait jamais dite, et d'une certaine manière, c'est celle qui lui resta le plus longtemps, logée dans sa poitrine pendant tout le repas et dans la nuit qui suivit, chaude et silencieuse et entièrement inattendue. Cette nuit-là, le bétail fut de nouveau attaqué. Quand Virgil l'entendit, juste après minuit, une faible perturbation venant du pâturage nord, pas assez forte pour être des prédateurs, trop déterminée pour être le temps. Il fut hors du dortoir en moins d'1 minute, bottes aux pieds, fusil à la main, se déplaçant à couvert le long de la clôture vers le bruit. Il en compta 6, travaillant silencieusement et rapidement, coupant le fil à l'extrême coin nord, le même coin où la borne avait été remise en place, et poussant 8 têtes de bétail des Thornwell à travers la brèche vers les pâturages ouverts au-delà. Il tira une fois en l'air. Ils se dispersèrent sans paniquer, se déplaçant rapidement et avec l'habitude d'hommes qui avaient déjà fait cela et avaient un plan en cas d'interruption. 2 d'entre eux se retournèrent vers lui, et il vit leur visage un instant dans la faible lumière de la lune. Jeunes, aux traits durs, pas du coin. Des hommes de main, pas Briggs lui-même. Jamais Briggs lui-même. Juste les mains qu'il utilisait quand il avait besoin de faire quelque chose que les papiers ne pouvaient pas gérer. Ils étaient partis avant qu'ils ne puissent faire plus que récupérer 4 des 8 bêtes qu'ils avaient faites passer par la clôture. Ils se tenaient dans le noir près de la clôture brisée, le bétail récupéré tournant nerveusement derrière lui, et regarda à travers les pâturages ouverts vers cette ligne de toit à 2 miles au nord. Briggs était venu avec des mots l'après-midi. Il avait envoyé des hommes avec des pinces coupantes à minuit. Virgil répara la clôture dans le noir, travaillant au toucher et à la faible lumière d'un croissant de lune. Et quand il eut fini, il resta là un peu plus longtemps que nécessaire. Il pensait à Frances dans cette chapelle, debout, droite et enracinée, ne le regardant pas. Il pensait à Harold, mesurant ses mots avec soin pour ne pas montrer à quel point il avait peur. Mais il pensait à un ranch qui avait été construit, entretenu et aimé par 2 personnes qui manquaient de temps, de bras et d'options. Il pensait qu'il avait passé 34 ans à traverser des choses. Et c'était la première fois depuis longtemps que l'idée de passer son chemin lui semblait être la mauvaise direction. Le matin après le raid, Frances trouva la clôture réparée avant de trouver Virgil. Elle se tenait à la porte du pâturage nord dans la lumière grise du petit matin, regardant le nouveau fil qu'il avait tendu dans le noir. Et sa main s'y porta lentement, ses doigts lisant l'espacement soigné et régulier, de la manière dont on lit quelque chose écrit dans une langue que l'on ne s'attend pas à ce que quelqu'un autour de vous parle. Elle resta là un long moment. Quand elle revint à la maison,
Virgil était à la table de la cuisine avec Harold, exposant ce qui s'était passé en mots simples. Sans fioriture, sans drame. Juste les faits, dans l'ordre. 6 hommes, 8 bêtes, 4 récupérés. Le coin nord-est encore, comme la borne, comme toujours. Briggs dessinant une carte avec ses mouvements, encerclant le même lopin de terre de différentes directions jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à défendre. Harold écouta sans interrompre. Quand Virgil eut fini, le vieil homme resta silencieux un long moment, les 2 mains à plat sur la table, regardant le grain du bois comme s'il pouvait lui dire quelque chose d'utile. « Il veut que nous fouillions, dit finalement Harold. « Il veut la terre, dit Virgil. La fuite n'est que la méthode. » Frances posa du café sur la table et s'assit en face de Virgil. Elle n'avait jamais fait ça auparavant. S'asseoir à table avec eux pendant qu'ils parlaient du ranch. Elle avait toujours évolué en marge de ces conversations, présente mais périphérique, comme si elle avait décidé il y a longtemps que sa présence au centre des choses ne serait pas la bienvenue. Mais elle s'assit maintenant, et aucun des 2 hommes ne le remarqua. Et quelque chose à propos de ce petit moment non remarqué s'installa dans la pièce comme s'il y avait sa place. « Nous devons aller au chef-lieu du comté, » dit-elle. Avec l'acte de propriété, les notes d'arpentage de Virgil et un compte-rendu écrit de la nuit dernière. Nous mettons tout cela devant un juge qui n'est pas pour. Harold la regarda. Briggs a des relations dans le comté de Harnett. Alors, nous irons au bureau territorial, dit-elle. Nous passerons entièrement au-dessus du comté de Harnett. Elle regarda son père fixement. Nous avons les preuves, la bonne déplacée, les raids, la chronologie. Nous avons tout documenté. Ce qui nous manquait, c'était quelqu'un de prêt à les présenter. Elle fit une brève pause. Nous l'avons maintenant. Harold regarda Virgil. Virgil regarda Frances. Elle ne demandait pas son accord. Elle énonçait une direction et attendait de voir s'il était le genre d'homme qui bougeait quand c'était important, ou le genre qui trouvait des raisons de rester immobile. Il avait passé toute sa vie à être le second genre. Mais assis là, dans cette cuisine, avec la lumière du matin entrant par la fenêtre et l'odeur du café dans l'air, et cette femme le regardant avec ses yeux gris-bruns, il découvrit qu'il n'avait plus aucun intérêt à être ce genre d'homme. « J'irai à cheval au bureau territorial, dit-il. Demain matin, de bonne heure. » Frances hocha la tête une fois. C'était tout. Mais ses épaules s'affaissèrent légèrement. De la manière dont les épaules s'affaissent, quand quelque chose qui a été soutenu pendant très longtemps est enfin soigneusement posé. Il partit à cheval avant le lever du soleil le lendemain, avec l'acte d'Harold dans sa sacoche de sel, ses propres notes d'arpentage pliées à côté, et un compte-rendu écrit des raids que Frances avait composés la veille au soir au petit bureau du salon. Son écriture était précise et claire et totalement dépourvue d'hystérie. Juste fait après fait, exposé dans l'ordre, dévastateur dans leur simplicité. Il fut parti 3 jours. Ces 3 jours furent les plus calmes que Frances pouvait se souvenir au ranch, et pas de manière paisible. Le calme avait des arêtes. Elle gardait le fusil qu'Harold lui avait appris à utiliser des années auparavant près de la porte de la cuisine, chargé, et elle dormait d'un sommeil léger et se réveillait au moindre bruit venant des pâturages. Rien ne vint. Briggs attendait soit de voir ce que Virgil était allé faire, soit il préparait quelque chose de son côté. Quoi qu'il en soit, l'immobilité ressemblait moins à la paix qu'au moment avant l'arrivée du mauvais temps, quand l'air devient complètement plat. La 2e nuit, Harold vint s'asseoir avec elle sur le porche après le souper, ce qu'il ne faisait plus que rarement depuis que son énergie avait diminué avec sa santé. Ils s'assirent sans parler un moment, écoutant le vent de la crête et la plainte lointaine du bétail s'installant pour la nuit. « Il a réparé cette clôture dans le noir, » dit finalement Harold. Frances regarda vers le pâturage nord. « Je sais. Il n'a rien dit à personne. Il n'a pas attendu le matin. Il est juste sorti et l'a réparé. » Le vieil homme se balança lentement dans sa chaise. « Ce n'est pas un homme qui prévoit de partir. » Frances ne répondit pas tout de suite. Elle avait pensé à Virgil de la manière dont elle essayait de ne pas penser aux choses, avec précaution, de loin, de la manière dont on regarde quelque chose de brillant sans le regarder directement. Elle avait tout remarqué, la façon dont il travaillait sans avoir besoin de directives, la façon dont il parlait à son père avec un respect qui n'était pas joué, la façon dont il s'était tenu devant Briggs cet après-midi-là, sans élever la voix ni la main, juste là, solide comme un poteau,
laissant sa présence être l'unique argument. Elle avait aussi remarqué des choses plus petites, qu'elle aimait moins parce qu'elles étaient plus difficiles à classer proprement. La façon dont il repoussait sa chaise après chaque repas, la façon dont il s'était arrêté à la clôture du jardin, la regardant, et n'avait pas détourné le regard quand elle l'avait regardé en retour. La façon dont il avait dit « Je suis de la famille » à Briggs, avec une platitude qui portait en quelque sorte plus de poids que s'il l'avait crié. « Il pourrait encore partir », dit-elle, parce que c'était vrai, et elle avait appris il y a longtemps qu'il valait mieux se préparer à une vérité que d'être surpris par elle. « Il pourrait », convint Harold, « mais je ne pense pas. » Il resta silencieux un moment. « Je pense qu'il est venu ici sans savoir dans quoi il mettait les pieds, et maintenant il le sait, et le savoir a changé quelque chose en lui. » Le vieil homme la regarda de côté. « Hein? Comme ça change quelque chose en toi, que tu le veuilles ou non. » Francis regarda ses mains sur ses genoux. Elle ne discuta pas. Virgil revint le troisième soir, avec de la poussière sur son manteau et quelque chose de différent dans son allure. Pas plus bruyant ou plus confiant, mais posé. De la manière dont un homme a l'air quand il a fait ce qu'il avait l'intention de faire et que ça s'est passé comme il le fallait. Il entra dans la cuisine où Francis finissait de préparer le souper et posa sa sacoche de sel sur le banc près de la porte. « Le bureau foncier territorial a l'acte et les notes d'arpentage, dit-il. J'ai parlé à un homme nommé Aldrich, le registraire foncier principal. Il connaît Briggs de nom. Pas en bien. » Il fit une pause. Il envoie un enquêteur, 4 à 6 semaines. Francis posa la cuillère qu'elle tenait. 4 à 6 semaines. C'est le mieux qu'ils pouvaient faire. Ils sont débordés. Il la regarda. Mais ça bouge. C'est officiel maintenant. Briggs ne peut pas agir sans que cela soit enregistré contre lui. Il pourrait agir quand même, dit-elle, avant que l'enquêteur n'arrive. Il pourrait, dit Virgil. C'est la fenêtre de temps que nous devons gérer. Elle le regarda à travers la cuisine, la lumière de la lampe entre eux, l'odeur du souper dans l'air, et le bruit d'Harold se déplaçant lentement dans le salon. Il y avait quelque chose sur son visage qu'elle n'avait pas vu auparavant. Pas dans la chapelle, pas dans ses premiers jours froids, pas même quand il avait tenu tête à Briggs au portail. Quelque chose qui ressemblait à de l'investissement, comme un homme qui avait placé quelque chose de précieux quelque part et en était maintenant responsable. « Merci », dit-elle. Il parut légèrement pris au dépourvu, comme si la gratitude était quelque chose à quoi il n'avait pas de réponse toute prête. « Il fallait le faire », dit-il. « Mais beaucoup de choses doivent être faites, » dit Francis doucement. « Tout le monde ne les fait pas. » Il soutint son regard un moment de plus que la conversation ne l'exigeait. Puis il alla se laver pour le souper, et elle se retourna vers la cuisinière, et aucun d'eux ne dit plus rien à ce sujet. Mais la cuisine semblait différente après cela, plus chaude en quelque sorte, et pas à cause de la cuisinière. Briggs vint 3 semaines plus tard, pas à minuit cette fois, en plein jour, en milieu de matinée, avec 2 hommes à cheval derrière lui et un document plié dans la poche de son manteau qu'il produisit avec le geste soigné d'un homme qui avait attendu pour l'utiliser. Il l'étala sur la rampe du porche devant Harold et en lut des passages de sa voix agréable et égale. Un contre-arpentage, l'appela-t-il, commandé par son client. Il montrait la limite nord-est de la propriété Thornwell à une ligne qui était 40 pieds en deçà de l'endroit où l'acte original la plaçait. Harold se tenait dans l'embrasure de la porte avec sa canne et ne dit rien. Virgil se tenait sur les marches du porche. Francis se tenait à côté de son père. Ce contre-arpentage remplace le dépôt original en vertu du Code de révision foncière territoriale, dit Briggs, ce qui signifie que la terre à l'est de cette nouvelle ligne est légalement la propriété de votre voisin, à compter de la date de ce document. Il le replia avec des mouvements nets et précis. « Je ne suis pas ici pour me battre, Monsieur Thornwell. Je suis ici pour vous informer de la situation juridique et vous donner l'occasion de réagir en conséquence. » Le Bureau foncier territorial de Harnett a l'acte original et un arpentage indépendant, dit Virgil, déposé il y a 3 semaines, examiné par le registraire principal Aldrich. L'expression agréable de Briggs se maintint, mais quelque chose derrière ses yeux pâles changea. Ce regard calculateur à nouveau, plus rapide cette fois. « Un enquêteur arrive, » continua Virgil. « Il devrait être là d'ici 1 mois. Il voudra voir ce contre-arpentage. » Il fit une pause. Et les noms des hommes qui l'ont commandé. Les 2 hommes derrière Briggs échangèrent un regard. Briggs replia son document et le remit dans son manteau. Il regarda Virgil,
puis Francis, puis Harold et de nouveau Virgil. Il prit son temps comme s'il faisait une évaluation finale, mesurant quelque chose contre autre chose et arrivant à un chiffre qu'il n'aimait pas. « Bonne journée », dit-il finalement. Il tourna son cheval. Ces deux hommes suivirent. Ils repassèrent le portail et descendirent la route sans se retourner. Alors Harold laissa échapper un long et lent soupir. La main de Francis trouva le bras de son père et le serra. Virgil regarda la route jusqu'à ce qu'elle soit vide. Briggs ne revint pas. L'enquêteur arriva 31 jours plus tard. Un homme tranquille nommé Sutherland, qui portait un manteau de ville et une maillette en cuir, et parlait sur le ton prudent et mesuré de quelqu'un qui avait démêlé des affaires pires que celle-ci. Il passa 2 jours sur la propriété, parcourut lui-même la ligne de démarcation, examina les 2 arpentages, passa en revue les registres des raids et prit les dépositions d'Harold, de Francis et de Virgil séparément. 6 semaines après le départ de Sutherland, une lettre arriva du Bureau foncier territorial confirmant la limite originale de 1871. Une deuxième lettre, arrivée la même semaine, informait Harold Thornwell que Russell Briggs avait été suspendu de son poste d'agent foncier en attendant une enquête complète sur sa conduite concernant 4 propriétés distinctes dans le comté. Harold lut les 2 lettres à la table de la cuisine, lentement, 2 fois, puis il les posa, couvrit ses yeux d'une main et resta très immobile un moment. Francis posa sa main sur son épaule. Virgil regarda par la fenêtre. Ce fut une petite chose qui brisa finalement la dernière distance prudente entre eux. C'était un soir d'octobre, 6 semaines après la visite de Sutherland, et le premier vrai froid de la saison était descendu de la crête. Francis rentrait les dernières récoltes du potager, arrachant les dernières légumes racines avant que le sol ne durcisse, et Virgil sortit pour aider sans qu'on le lui demande, s'agenouillant dans la terre à côté d'elle et travaillant le rang à côté du sien dans la lumière déclinante. Ils travaillèrent en silence un moment, comme le font les gens qui sont devenus à l'aise avec le silence de l'autre. Puis, Francis dit sans lever les yeux du sol, « Je pensais que le fait d'être seul était quelque chose que j'avais mal fait, comme si c'était un verdict. » Virgil continua de travailler. Il ne se pressa pas de combler l'espace qu'elle avait ouvert. « J'ai arrêté de penser ça, » continua-t-elle. « Finalement, j'ai décidé que j'étais juste particulière, que la vie que j'avais était suffisante. » Elle fit une pause. J'avais fait la paix avec ça. Et maintenant, dit-il, elle leva alors les yeux vers lui, dans la dernière faible lumière, ses mains sombres de terre et son visage ouvert d'une manière qu'il ne l'avait jamais vu auparavant, le calme soigneusement géré mis de côté. Juste Francis, juste son vrai visage. Maintenant, je ne suis pas sûr que paix était le mot juste, dit-elle. Je pense que le mot était résignation. Il s'assit sur ses talons et la regarda. La crête derrière la maison devenait sombre contre le ciel, et les premières étoiles apparaissaient, et le froid s'installait doucement sur tout. Et Virgil Hawthorne, qui avait passé 34 ans à s'assurer de ne jamais rester nulle part assez longtemps pour avoir quelque chose à perdre, regarda cette femme dans son jardin et sentit quelque chose se céder en lui qui avait été tenu rigide depuis si longtemps qu'il avait oublié que c'était là. « Je ne pars pas », dit-il simplement, sans fioriture. Elle le regarda un long moment. Puis elle hocha la tête une fois, de la manière dont elle hochait la tête quand quelque chose était décidé et qu'elle le pensait jusqu'au plus profond d'elle-même. « Je sais, dit-elle, ils se marièrent incorrectement le printemps suivant. Pas au sens des papiers qui avaient été réglés depuis ce vendredi de septembre, mais de la manière qui comptait vraiment. De la manière qui remplissait la maison d'une qualité de lumière différente. De la manière qui fit que Harold Thornwell, les regardant depuis le poche un matin, posa son café et sourit pour lui-même avec la satisfaction privée d'un homme qui avait parié sur quelque chose d'improbable et l'avait vu devenir bon. Francis garda son jardin, ses livres de comptes et sa manière particulière et précise de se mouvoir dans le monde. Virgil réparait des choses, parcourait la frontière et apprit lentement les noms des 40 têtes de bétail, ce que Francis trouvait discrètement et profondément amusant. Ils se disputaient parfois à propos du ranch, de l'argent, de la bonne manière d'aborder un problème, avec la friction honnête de 2 personnes qui se respectaient assez pour ne pas faire semblant. L'hiver suivant, il y eut une raison pour laquelle Francis posait parfois sa main sur son ventre avec une expression privée que Virgil avait appris à reconnaître. Au printemps, Harold Thornwell apprenait à sa petite fille.
Une fille avec les yeux gris-bruns de sa mère et l'immobilité absolue de son père. Les noms de chaque plante du potager. Le ranch Thornwell ne devint ni grandiose, ni célèbre, ni particulièrement prospère au-delà de ce dont il avait besoin. Mais il tint bon. Les clôtures tinrent bon. La frontière tint bon. La famille qui avait grandi d'un improbable vendredi matin dans une chapelle blanchie à la chaux tint bon ensemble à travers les saisons, le temps et toute la difficulté ordinaire et extraordinaire d'une vie partagée. Et Virgil Hawthorne, qui n'avait jamais voulu de foyer, découvrit que le foyer l'avait toujours voulu et avait simplement attendu, patient comme la crête au-dessus du pâturage, qu'il arrête de bouger assez longtemps pour le voir. Cette histoire a parcouru un long chemin pour vous parvenir, d'une chapelle de la frontière à un potager, d'un arrangement forcé à quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Où que vous soyez dans le monde en train de regarder en ce moment, que ce soit dans une pièce calme la nuit, un long trajet, ou quelque part entre le sommeil et le matin, nous aimerions le savoir. Indiquez votre ville, votre pays, ou même juste votre coin du monde dans les commentaires. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Et si quelque chose dans cette histoire vous a touché, ou s'il y a quelque chose que vous aimeriez voir fait différemment, un détail, un thème, un type de personnage, dites-le nous. Chaque suggestion façonne ce qui vient ensuite. Si les westerns au rythme lent sont votre genre d'histoire, d'autres vous attendent.